On se retrouve pour la troisième session de la matinée. Donc bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Bonjour à ceux-là. Et puis ravi de continuer avec ceux qui nous accompagnent depuis le début de la matinée. Donc je vais arrêter le blabla et tout de suite passer la parole à l'intervenant Guillaume Cromière qui va nous parler de tourisme numérique et notamment de comment générer un peu plus de contacts clients. Voilà, à vous la parole. Merci Arnaud, bonjour à tous. Je me présente, Guillaume Cromière. Moi, je dirige un bureau d'études, un cabinet de conseil qui s'appelle ID Tourisme. Je suis basé à Grenoble dans les Alpes. Et voilà, on m'a demandé de vous parler un peu de tourisme numérique avec une petite baseline, comment générer des contacts qualifiés et les transformer. On va parler de tout ça. Je vais avoir 3 temps de parole. Je vais parler de tourisme et de la situation actuelle qui est quand même pas formidable par rapport à la crise de la Covid. Deuxième point, je vais vous parler un peu de numérique et de l'impact dans le tourisme. Et troisième point, je vais vous parler de cette question de générer des contacts qualifiés, des leads et de savoir un peu comment ça fonctionne dans le tourisme. Et après, je suis prêt à répondre à vos questions, vos interrogations sur tout ça. C'est parti. Vous le savez, avec cette crise de la Covid, le tourisme en 2020, c'est pas formidable parce que c'est compliqué de se déplacer. Que ça a été compliqué de se déplacer. Et là, pour l'instant, en 2021, c'est pas incroyable pour autant. Néanmoins, sur ce qu'on peut faire comme bilan un peu sur les dernières années, c'est que 2019, je vous laisse passer sur la slide, sur l'année 2019, c'était une année exceptionnelle en fait pour le tourisme mondial. Pour information, pour rappel, pour ceux qui connaissent un peu les chiffres, le tourisme en France, c'est quelque chose qui est assez énormissime. Ça pèse plus de 7% du PIB. On parle de 90 millions de touristes internationaux qui viennent en France, avec forcément un peu de bémol parce que le système de calcul n'est pas très moderne, je dirais, par rapport à ces enjeux numériques. Mais néanmoins, souvent, la France dit on est la première destination mondiale. Ça veut dire que, bien sûr, on est un pays chouette, on a plein de choses à proposer. Et c'est un vrai business intéressant, en fait, en France, surtout que le tourisme mondial, international, depuis, les 15-20 dernières années, c'est un taux de croissance de 4 à 6% par an sans véritable bémol. 2020, gros souci, bien sûr, avec la Covid, le tourisme mondial, il a explosé en vol. On est retombé sur des chiffres on parle de chiffres de 2005, donc en fait, on a perdu 15 ans sur le nombre de touristes internationaux et ça a vraiment été sacrément dur. Néanmoins, l'été, on a pu réussir à faire une saison assez bonne en fait en France sur le tourisme intérieur. Donc les Français qui sont partis en France et un tout petit peu de tourisme de proximité, donc les clients, les bassins émetteurs de proximité qui ont pu voyager un tout petit peu aussi en France. En tout cas, ça a sauvé la saison et il y a eu un gros besoin de la part des clientèles en fait d'aller dans la nature et d'aller dans des milieux ruraux ou en montagne. Et ça a vraiment bien cartonné, ainsi que les plages. Les villes un peu moins et le tourisme d'affaires toujours en PLS, que ce soit aujourd'hui ou que ce soit l'année dernière. C'est très compliqué en fait pour eux. Une année 2020 en attente de vaccin, partagée entre retrouver la croissance passée, mais aussi repenser les modèles du tourisme. Il y a des gros sujets, beaucoup d'articles de fond en fait qui tombent aujourd'hui sur est-ce que le tourisme durable va être l'avenir en 2021, comment on va intégrer les enjeux de développement durable pour trouver cet équilibre entre la croissance économique et préservation des milieux, de l'impact sur le changement climatique. Donc les tendances en fait se sont accélérées avec la crise, que ce soit le numérique, la naturalité, retrouver de la nature, les enjeux de développement durable, le tourisme de proximité, un peu comme ce qui vient d'être dit sur la question du shopping, et aussi cette notion de retrouvailles en famille ou entre potes. Et derrière ça, on parle de changement et d'opportunité. En gros,
Aujourd'hui, la première concurrence en fait du tourisme, c'est devenu les autres loisirs, hein, que ce soit Netflix, le gaming. Vous avez vu peut-être les chiffres de League of Legends sur les championnats de France là, qui viennent de tomber, 150 000 viewers sur Twitch, donc des chiffres assez impressionnants sur d'autres formes de loisirs aujourd'hui. Il y a une forme de concurrence aujourd'hui entre tout ça. Néanmoins, je viens de voir encore un nouvel article qui tombe en disant on va peut-être voir apparaître des revenge travel en fait en 2021. Ça veut dire on va prendre notre revanche et on va repartir en voyage à fond dès que c'est possible, dès qu'on va pouvoir se faire vacciner et tout. Donc à voir un peu, c'est pas très lisible et pas très clair en fait sur 2021. Néanmoins, cette quête de la naturalité, du dépaysement de proximité est hyper importante. On le ressent nous dans les milieux à proximité de la nature, comme ici à Grenoble, où dès que il fait un peu beau et là il y a eu de la neige, tout le monde est allé en montagne pour aller en famille faire de la glisse ou faire je sais pas, de la luge en famille ou un peu de ski de rando ou des raquettes, même si les stations sont ouvertes, mais les remontées mécaniques sont fermées, il y a eu énormément de monde, ils ont été très très étonnés en force de ce monde. Il y a un gros besoin en fait d'aller dans la nature pour les gens et ça va rester encore sur les années à venir. Et une quête d'émotion, d'expérience, de transformation à travers le voyage, on en a parlé encore juste avant, mais la question de l'expérience dans le voyage et de l'émotion qu'on va ressentir, elle est très très importante. Et ça, c'est un buzzword qu'on utilise un peu trop en ce moment, la notion d'expérience dans le tourisme. Mais c'est clair qu'on a besoin de repartir avec quelque chose, soit intérieur, soit même peut-être un diplôme, parce qu'on est sur du voyage apprenant. En tout cas, très important. Et dans les années à venir, les gros changements, c'est quand même cette question du changement climatique, parce que le tourisme et le tourisme international, ça pèse près de 8% des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, par rapport à des contraintes carbone qui vont arriver demain, il va falloir repenser énormément de choses. Et donc, forcément, une réorientation aussi derrière en fait, de cette question sur le tourisme intérieur, le tourisme de proximité, qui va avoir beaucoup son mot à dire. Sur le numérique, rapidement, le numérique a été une révolution dans le tourisme parce que on est tous sur Internet, 92% des internautes, 4,18 milliards de personnes se connectent à Internet via leur téléphone mobile en plus. Donc au départ, on était à pousser les professionnels des territoires à être bien par rapport à leur site Internet sur PC. Et bien entendu, maintenant, il y a cette question du responsive qui est très, très, très importante et comment avoir une expérience client à la fois dans l'amont, donc dans la préparation au voyage, pour s'informer en fait des prestations, de la destination, de l'offre proposée, pendant aussi, parce que derrière, on va aller sur des sites d'itinérance, que ce soit du Google Maps ou des trucs plus spécifiques par rapport à la rando ou par rapport à d'autres expériences d'itinérance sur un territoire. Ça va être très important. Et en même temps, après aussi, parce qu'on va aller sur les sites pour mettre des reviews, pour mettre des commentaires clients, des avis, et ça va être aussi très, très important. Donc, 3,8 milliards d'actifs sur les réseaux sociaux, c'est très important, et c'est un rôle hyper important en termes d'influence sur un choix de destination. Et 4 Français sur 10 visionnent chaque jour au moins une vidéo, ça aussi, ça a une vraie grosse importance, en fait, par rapport aux enjeux. Et là, vous voyez un peu le top 10 des marques de voyage en France, qui sont souvent, en fait, dans le classement des sites les plus visités en fait dans le monde, en France ou même dans le monde, que ce soit du voyage SNCF, que ce soit du Booking, du Airbnb, tous ces sites-là qui trustent en fait les classements du numérique. Ensuite, derrière, je vous parle un peu d'un sujet qui est la question d'Instagram, au-delà du réseau social, en fait, qui est très important en fait, dans le milieu du tourisme, parce qu'on touche à la question des destinations, des photos de paysages, des photos de plats, de nourriture dans les restos ou à la maison. Donc, tout ça, ça touche à l'expérience un peu qu'on va ressentir aussi pendant un séjour. Et ça a été une révolution parce que maintenant, on parle d'Instagrammabilité très forte, en fait, des lieux, des espaces, des destinations. Et il y a une étude en 2018 qui sortait qui disait que 40% des millennials se disaient moi, je choisis une destination en fait en fonction de son potentiel d'Instagrammabilité. Et donc, à partir de ça, quand on écoute maintenant les discours même du groupe Accor ou de grandes entités, disent nous, on adapte derrière en fait le design intérieur de nos établissements par rapport à cette question de l'Instagrammabilité. On a des lieux, des sites de visite, des sortes de musées, ou en tout cas des formes de tiers-lieux complètement Instagrammables aux États-Unis qui se sont créés sur une forme de, je sais pas, le musée de la pizza avec des pizzas géantes sur lesquelles on peut se prendre en photo devant et tout. Ça a été c'est un buzz assez énorme, alors que c'est peut-être un peu creux en termes
en termes de sens, mais néanmoins, c'est quelque chose de très, très, très solide aujourd'hui, la question de l'Instagrammabilité, et bien sûr, après, juste le réseau social pour pouvoir pousser derrière, en fait, de la visibilité d'une destination ou d'une offre touristique. Donc, beaucoup de contenu, 1 milliard d'utilisateurs mensuels, le dernier chiffre qui est sorti. Donc, voilà, un réseau social assez solide. Malheureusement, un peu plus compliqué, en fait, pour générer des leads. On va revenir dessus plus tard. Sur la suite, bien sûr, il y a la question des GAFA. Ça, pareil, vous en avez entendu parler juste avant, mais au-delà des GAFA qui ont une influence indirecte, parce que forcément, on va aller sur Google pour aller faire des recherches. Derrière, on va utiliser Facebook à fond sur la question de l'influence ou sur les avis. Et derrière, ils ont essayé parfois en fait de venir un peu sur le secteur en direct en fait sur le tourisme, mais pour l'instant c'est encore un peu compliqué pour eux. Google a lancé un truc qui s'appelle Google Flights Research pour essayer justement de permettre à avoir de l'information sur les vols et sur un peu un comparateur de prix là-dessus, mais c'est encore un peu léger et je reste persuadé en fait que dans les années à venir ils ont un gros challenge ou des belles opportunités en fait pour eux, vu que ils ont de la donnée, et à partir du moment où tu as de la donnée, tu peux arriver à faire un peu de marketing prédictif auprès des visiteurs et voir comment tu peux les toucher par rapport à leur volonté, envie de séjour et de voyage. L'influence se fait aussi bien sûr par rapport à Google Maps, Google My Business, parce que quand on est sur un territoire, on va aller se balader et rechercher en fait des expériences touristiques, des sites, des horaires de musées par exemple en fait sur Google Maps et donc sur Google My Business. Et donc c'est important pour un professionnel d'être au carré en fait par rapport à cet outil-là, à la fois en termes d'information à jour et derrière bien sûr en termes de recommandations et d'avis pour répondre aux avis et d'être bien par rapport à ça. Un des gros acteurs dans le tourisme, bien entendu, c'est Booking pour réserver des hébergements de manière de tout type maintenant, c'est plus que les hôtels. Et Booking, c'est un mastodon. Aujourd'hui, il investit 4,5 milliards chaque année en pub sur Internet avec principalement du Google AdWords. Et c'est une omniprésence dans le secteur des réservations. Et c'est très compliqué aujourd'hui pour un hôtelier ou pour un syndicat hôtelier en fait, de passer outre ça. Petit à petit, les gens essayent quand même de dire à leurs clients et de faire de la relation, de la gestion de la relation client en direct avec eux pour essayer de pousser à fidéliser en fait, les gens à passer en direct. Mais c'est encore très compliqué parce que Booking, c'est en fait un superbe outil UX. C'est facile pour réserver. En 2-3 clics, c'est fait. Quand vous avez votre compte, c'est hyper bien pour le tourisme d'affaires. Malheureusement, oui, ils prennent entre 15 et 20% en fait, de marge auprès de l'hôtel ou de l'hébergeur. Et forcément, ça crée un peu des crispations parce que cette omniprésence les pousse à faire des taux de marge assez élevés. Mais bon, ils sont là, ils sont forts, ils sont puissants, mais ils coûtent cher. Et Airbnb aussi, bien sûr, qui a été un hyper novateur dans le secteur, avec aujourd'hui Valo 42 milliards de dollars, sans posséder une seule chambre d'hôtel, alors que le groupe Accor, qui a énormément d'hébergements dans le monde, est seulement valorisé 7,8 milliards. Donc toute cette forme de consommation un peu collaborative, entre guillemets, parce que bon, le terme est un peu, on peut le galvauder aujourd'hui, a explosé complètement, en fait, et il y a énormément de choses qui se passent sur ce modèle de marketplace, en fait, dans le tourisme. Et enfin, l'itinérance et la connectivité, j'en ai parlé, mais voilà, le rôle de ces outils, que ce soit Google Maps, que ce soit l'ensemble des outils d'itinérance, que ce soit même pour faire de la rando en utilisant des startups qui se sont créées pour proposer des itinéraires à pied ou à vélo, ou que ce soit tout simplement Iphigénie pour aller chercher les cartes top 25 de randonnée, ça fonctionne et ça cartonne énormément. Bien entendu, il y a énormément d'opportunités d'affaires en fait par rapport à tout ça pour justement essayer de proposer derrière des choses un peu sur mesure au client en temps réel quand il est sur place, quand il est dans une destination et qui sait pas forcément et qui va pas naturellement aller dans un office de tourisme parce que c'est plus trop ce qui est fait par les moins de 35 ans, on va dire. Et enfin, derrière, à partir de ces informations, il y a la suite. C'est en gros, c'est quoi les opportunités, le web marketing concrètement dans le tourisme, comment on fait. Donc je vous laisse passer les slides, s'il vous plaît. Sur la base de tout, c'est des grandes bases, mais bon, le SEO aujourd'hui, c'est quand même une grande base. Ce que je dis en termes de référencement naturel pour votre site internet ou votre blog, en tout cas ce que vous mettez en ligne,
bien référencer son site, ça, c'est une vraie nécessité parce que il y a des recherches sur Google par rapport à des destinations. C'est énormément fait à travers ça, en plus derrière des réseaux sociaux. Et à partir de là, avoir des pages optimisées en fait par rapport à des mots-clés, par rapport à des mots-clés longue traîne en fait qui peuvent être assez pertinentes dans le tourisme parce que les gens vont rechercher quelque chose d'assez spécifique. Et c'est quand même vraiment important. Et donc pour ça, il faut toujours et encore du contenu de qualité, que ce soit bien sûr dans ce qui est présenté, parce que en gros le SEO c'est bien la traduction de la qualité à la mode Google. Donc à droite là sur le petit schéma, vous voyez tout ce qui rentre en considération en fait dans l'optimisation, donc que ce soit des choses qui sont sous le capot un peu, que ce soit aussi derrière le design, le contenu, bien sûr ce mot-clé qui est répétitif, les liens extérieurs en fait ou intérieurs en fait qui mènent vers d'autres sites internet, et ça c'est vraiment quelque chose de très important. Et bien entendu un design UX pour bien avoir un site qui est agréable à lire, et bien entendu sur le mobile, c'est toujours un plaisir aujourd'hui de rechercher de l'information sur une destination, de préparer un séjour à une destination. C'est un plaisir qui se fait tout seul, en couple, avec les enfants. Et donc, on est sur Internet pour aller analyser ça. Donc, l'expérience utilisateur en fait en ligne est quand même hyper importante pour pouvoir faire ça. Donc, investir là-dedans, c'est prioritaire aujourd'hui pour les acteurs du tourisme. Et bien sûr, utiliser des outils comme Google Webmaster Tools pour optimiser les mots-clés utilisés, pour voir ou pour aller plus loin derrière, pour optimiser derrière les campagnes AdWords, si vous voulez aller sur des campagnes AdWords. Donc, au-delà du SEO, je vous ai fait un petit truc que je reprenais régulièrement. C'est en gros 3 objectifs sur Internet: attirer, convertir, fidéliser, toujours la même base. Ce qui est intéressant, c'est que dans le tourisme, la spécificité, c'est qu'il y a 4 phases de consommation d'un séjour. Il y a l'inspiration, quand je ne sais pas trop où je veux aller, j'ai quelques idées, mais c'est assez vague, et je suis assez large en termes de recherche. Donc, vraiment, sur cette phase d'inspiration, je suis intéressé par pas mal de choses. La planification, quand j'ai un peu shortlisté derrière mes destinations, où je sais où je veux aller, et donc je commence vraiment à planifier derrière le séjour, les hébergeurs, les activités que je vais faire et tout ça. 3e, le voyage en tant que tel, et derrière le retour, quand je reviens, quand je vais faire la satisfaction, quand je vais me ressouvenir en fait derrière des trucs cool que j'ai fait pendant les vacances. Et en fait, quand je reprends un peu ces éléments, attirer, convertir, fidéliser, et bien derrière on va retrouver en fait des éléments. Donc le premier, c'est bien je vous laisserai reprendre ça ou faire ces copies d'écran, mais en gros, le site internet doit servir à convertir. L'objectif final, c'est convertir, c'est vraiment de transformer en gros un lead en client pour qu'il est réservé et que derrière, il va venir sur le territoire. Pour amener en fait cette vision-là et pour attirer, il y a plein d'outils qui existent en fait par rapport à la question du marketing ou du web marketing. Donc que ce soit en ligne, que ce soit en papier, avec même des brochures, des relations presse ou de la pub. Donc tout ce qui est affiliation, distribution, relations presse, référencement, publicité, mobile, des infomédiaires, donc tous ceux qui vont parler de vous en fait à travers des sites. Bien entendu, le social media et un blog qui va être un outil assez central en fait par rapport à la fois à attirer, convertir et fidéliser. Derrière le site internet, c'est l'objectif, c'est de convertir, et enfin les revenus. Et fidéliser tout ce qui est social media, bien sûr, blog et email marketing qui servent à fidéliser et à repenser en fait sur tout ça. Sur la phase d'inspiration, les gros sujets, c'est bien sûr les blogs, le social media, les infomédiaires, donc tous les partenaires en fait qui vont parler de vous. Ça va être dans la phase d'inspiration, ça va être vraiment là où on va attirer les gens en fait sur notre site internet pour qu'après on arrive à leur donner un peu plus de matière pour planifier. Donc la deuxième point, c'est planifier. Sur la planification, il y a tous les outils. Les gens, au bout d'un moment, quand ils ont shortlisté en fait leur destination, ils vont aller partout, un peu prendre des informations, regarder. Et là, ils vont aller sur pas mal de sites internet en fait pour choisir les hébergements, comparer les avis clients et tout ça. Donc là, vous pouvez y aller en masse. Et c'est là où on va pouvoir utiliser aussi les outils de retargeting pour essayer de bousculer le sujet. Ensuite, c'est le voyage. Pendant le voyage, il n'y a pas 36 000 solutions. C'est soit vous communiquez en fait en direct, soit par email avec du push marketing, soit même par SMS ou derrière à travers une web app ou une app quand le client est là et pour lui donner un peu de matière à aller va là-bas, c'est cool, je te le conseille.
Et ça peut être intéressant. Et enfin, le retour, encore une fois, c'est l'email marketing pour avoir un peu de retour, pour continuer une relation avec eux. Il y a la question des réseaux sociaux pour qu'ils restent fidèles en fait à la marque, à la destination et qu'on arrive à toujours continuer et lui redonner après des bons plans. Et enfin, il y a les infomédiaires toujours pour essayer de redonner un peu toute cette matière-là. Ensuite, je reviens sur un outil qui est primordial en fait dans le tourisme, c'est le blog. Le blog, c'est l'outil idéal parce qu'en fait, on peut rédiger du contenu de qualité, parfaitement adapté aux enjeux du tourisme, du voyage, parce qu'en fait, il y a plein d'histoires à raconter. On est énormément dans ce sujet du storytelling, comment on va raconter des histoires sur la destination, et on vient souvent sur cette question de la destination. Ça veut dire que même un hébergeur, en fait, qui a, je sais pas moi, un gîte ou une chambre d'hôte, en fait, sur un territoire, il va pas juste parler, en fait, de ce qui est à l'intérieur dans la chambre. Ah, j'ai changé les lampes, c'est super, regardez. Non, c'est de parler de la destination, de l'évolution de la destination pendant toutes les saisons de l'année, et en fait, de devenir presque un micro-reporter en fait sur son territoire pour aller montrer, limite parler avec des prestataires d'à côté, pour aller visiter. J'ai testé ça, c'est super. Quand vous revenez, je vous conseille de le faire. Et en fait, le contenu, franchement, il est illimité sur les territoires. Vous faites le tourisme en local et vous allez raconter des histoires auprès des éditeurs. Vous pouvez aussi vous appuyer sur des blogueurs professionnels et des influenceurs. À droite, vous avez Bruno Maltor, qui est le plus important des blogueurs influenceurs sur le voyage. Allez voir son site Votre Tour du Monde qui montre plein de comment ça fonctionne un blog, comment il rédige. Bon, lui, il voyage partout dans le monde et forcément, il est financé derrière par les destinations ou pour les prestataires en fait pour faire ce job-là. Mais ça permet quand même de s'inspirer par rapport au travail qui est fait de rédiger derrière en fait du bon contenu en fait sur un blog. Bien sûr, adaptez votre contenu en fait au lecteur, adapter le contenu au lecteur, le ton, c'est sur la slide d'avant, désolé. Présenter des beaux visuels. Les visuels, c'est hyper important, que ce soit des belles images. On est quand même sur un sujet qui est porteur d'émotions, donc il faut faire rêver les gens et bien sûr penser derrière à la fois aux backlinks, donc les liens internes que vous allez pouvoir envoyer vers d'autres articles qui font référence par rapport à un mot, et surtout sur une page de blog, quand la personne va atterrir en fait, soit en référencement naturel, soit derrière en fait à travers le partage sur les réseaux sociaux, c'est de pousser en fait l'internaute à l'amener vers le produit, vers la réservation qui est proposée, ou vers un call to action, vers un bouton en fait qui va vous amener à récupérer une donnée, un email ou autre sur lequel vous allez pouvoir continuer en fait l'histoire avec lui. Donc cette question en fait du backlinks dans les articles de blog, du call to action en fait dans les articles de blog est très importante pour pousser justement à construire en fait derrière ces contacts qualifiés, ces leads, parce que ils sont très intéressés par ce qu'ils ont lu et à partir de là ils se disent mais ça m'intéresse pas mal, et ça vous récupérez en fait le lien parce que vous l'inscrivez à une newsletter dédiée à la thématique peut-être qui est proposée. Vous allez partager un article sur les balades à champignons en fait dans le parc naturel de Chartreuse par exemple, sans dire les coins secrets bien sûr, et peut-être que vous allez dire lui il est très intéressé par le côté un peu gastronomie et nature, je le mets dans cette case là et je vais lui envoyer en fait des newsletters très dédiées pour l'emmener et pour le pousser en fait à venir un jour et à consommer sur le territoire. Enfin, bien sûr, il y a la question des communautés et des réseaux sociaux, énormément important. Bon, des réseaux sociaux dans le tourisme, on les utilise pratiquement tous, bien sûr adaptés par rapport aux différentes cibles que vous avez, que ce soit du Facebook, du Insta, du Twitter, du Snapchat, du LinkedIn, du TikTok aujourd'hui, enfin tout ce qui est tous les réseaux sociaux qui existent. Adapter, derrière l'idée, c'est pas d'aller sur les réseaux sociaux pour aller sur les réseaux sociaux, c'est que c'est pareil, ça doit servir un outil au service de votre objectif business à terme. Donc, c'est des outils pour communiquer avec votre communauté, pour les interagir. L'objectif, c'est d'améliorer votre ROE, donc l'engagement derrière en fait de vos fans, de votre communauté là-dessus. Et ça, c'est vraiment important. Si c'est derrière pour avoir une page Facebook et de mettre de temps en temps une petite photo et sans réfléchir en fait à l'objectif final, ça ne sert pas à grand-chose en fait d'avoir ça. Il faut absolument que ce soit un outil et que vous le positionnez en fait sur un outil précis. Donc, ça sert bien sûr à partager vos articles de blog, rebondissez sur l'actualité, interpeller, engager vos clients, mais ce qui est important aussi maintenant, c'est que vous pouvez commercialiser directement sur Facebook, par exemple. Vous pouvez générer du lead à travers ces outils-là. Donc, c'est aussi quelque chose qui peut être très important, qui peut presque parfois être plus que complémentaire en fait par rapport à un blog. Derrière,
un des enjeux forts, c'est la question de la landing page. La landing page, la page de conversion, ça sert à quoi? Ça sert à récolter en fait une information. Donc, ce que je vous disais, quand vous avez un call to action, quand vous avez un bouton en fait, par exemple, sur votre blog en disant vous êtes intéressé par les balades à champignons, cliquez là, vous allez pouvoir en savoir plus. Ils mettent leur email et là ils arrivent en fait sur une page de conversion. Et la page de conversion, c'est une page un peu simpliste où dire vous adorez les champignons et les balades à champignons, on a des super propositions à vous faire. Mettez votre email. Et on vous envoie les 10 plus belles balades à champignons dans le parc naturel de la Chartreuse. Et comme ça, vous avez, en échange de ce petit document que vous avez préparé, eh ben, vous avez un email sur lequel, après, vous allez pouvoir continuer en fait, la relation. Donc, cet email rentre dans une base de données liée à une GRC, la gestion de la relation client. Et tout le monde propose ça aujourd'hui pour construire en fait une landing page, eh ben, que ce soit des sites classiques comme Mailchimp pour faire de l'emailing, que ce soit du NeoCamino, qui est une startup lyonnaise qui propose un accompagnement global, que ce soit pour les landing pages, que ce soit derrière pour d'autres choses. Enfin, ça fonctionne très très bien. Que ce soit des grosses boîtes de bases de données et de relations de GRC comme Salesforce qui proposent tout ça. Donc et vous pouvez choisir votre template, mettre l'image que vous voulez, télécharger ce document. Vous pouvez tout faire, ou juste inscription à la newsletter si on s'occupe de ça. Et ça, c'est vraiment hyper important. Et en fait, après, la base de données de votre GRC, en fait, et les bases de données dans votre GRC qui sont qualifiées par rapport à différents sujets thématiques, en fait, par rapport à ce que vous voulez vendre et à qui vous voulez le vendre, et ben derrière, c'est vraiment votre base de travail, une espèce de tableau de pilotage sur lequel après vous allez envoyer pour essayer de transformer en fait le client à travers de l'emailing. Donc la landing page, c'est vraiment hyper important. Et après, pour la suite, pour aller encore plus loin et pour accélérer, c'est la question du growth hacking. Donc si derrière en fait on veut accélérer sur la récolte derrière en fait d'emailing, eh ben, il y a plein de solutions, que ce soit des trucs simples et gratos. La landing page est juste une base derrière en fait de gros hacking, mais sinon, je sais pas. Là, j'avais encore quelqu'un qui me contactait sur LinkedIn en disant j'envoie des conseils toutes les semaines en fait de petits tips de cross hacking en fait, de gross marketing en fait à développer. Et c'est des trucs très simples. C'est-à-dire dans votre signature d'email, vous mettez juste déjà un lien qui vous envoie sur une landing page pour essayer de pousser en fait la personne à se connecter à vous et qui reçoivent des newsletters qualifiés. Il y a plein de techniques, en fait. Il y a des trucs où on peut aller scraper derrière de l'information sur des sites internet pour essayer de récupérer des emails peut-être moins qualifiés, mais en tout cas qu'on va pouvoir utiliser. Après, voilà, ça n'empêche pas de faire un travail d'interaction avec les leads derrière qui est primordial pour pouvoir transformer, mais il y a des solutions en fait aujourd'hui et il y a plein de choses. Je vous invite même je crois qu'il y a des très bons podcasts en fait sur le gros hacking ou le gros marketing en fait qui existent. Je vous invite vraiment à regarder parce que vous avez souvent des propositions. L'un des derniers que j'écoutais avec Stanislas je crois que ça s'appelle Gross Marketing, il interviewait le fondateur de Chiloé sur les micro-aventures qui disait mais comment vous avez réussi à faire une communauté de 130 000 personnes en fait en si peu de temps, et donc il explique un peu comment ils ont réussi à travailler là-dessus. Donc derrière, en parlant d'eux, j'avais mis leur exemple parce que je trouve que ce qu'ils font en termes de newsletter assez barrée et assez sympa et assez engageante auprès derrière en fait des lecteurs, c'est vraiment top ce qu'ils font. Donc je vous invite à vous connecter et à vous inscrire à leur newsletter. J'ai pas de billes spécifiques là-dedans, mais je trouve que ce qu'ils font c'est cool. Et donc, c'est un super outil, la newsletter, pour créer de l'engagement. Moi, tous les jeudis matins, je reçois la newsletter de Tech Trash qui trash un peu sur la question de la techno un peu bullshit. J'ai toujours hâte de la récupérer le jeudi matin en me levant. C'est le premier truc que je fais. Et c'est ça, en fait, l'intérêt d'une newsletter. Il faut absolument qu'on ait cette envie au bout d'un moment. Je sais qu'elle va arriver aujourd'hui. Et donc, il faut une fréquence. C'est-à-dire que c'est tous les jeudis matins, c'est tous les lundis matins. En fait, c'est un moment clé où vous savez que votre lecteur, à la limite, il la reçoit, il ne peut pas s'empêcher, il faut qu'il la lise absolument, parce que s'il ne la lit pas tout de suite, c'est mort. Bon, il y a un petit bug dans le PowerPoint, je ne sais pas ce que ça veut dire Anne, mais je vais réfléchir. Donc voilà, la fréquence, c'est hyper important. Il faut savoir se démarquer. L'humour, c'est important. Il faut arriver à pousser la personne à cliquer sur la newsletter. Et pareil, dans la newsletter, il faut amener
le lecteur vers le produit, vers la page produit, vers la bonne landing page. Donc voilà, encore une fois, la newsletter est un outil au service en fait de cette transformation du prospect jusqu'au client. Donc le call to action dans la newsletter, c'est hyper important. Si c'est juste une newsletter pour raconter quelque chose, mais qu'il n'y a pas de lien pour aller plus loin, c'est sympa, mais au bout d'un moment, l'objectif, c'est de les envoyer sur le site internet pour qu'ils réservent, quoi. Donc très très important. Et enfin, bien sûr, le final, c'est la transformation, hein. L'objectif, c'est de vendre. On n'est pas là juste pour raconter des histoires. Il faut rassurer, proposer une expérience de réservation facile et agréable. Donc, toute cette question de l'expérience utilisateur en ligne, elle est forte. Aujourd'hui, il y a quand même de moins en moins de réticents à payer en ligne et tout. Donc, on peut largement y aller. Bien entendu, il faut un bon produit derrière, hein, parce que si on raconte une belle histoire, mais que le produit, à la fin, le client, il ne va pas forcément acheter le truc. Donc, voilà, soit en termes de réservation aujourd'hui, soit derrière, en fait, vous le faites en direct, vous allez mettre les mains dans le code ou avec une boîte spécialisée avec des devs pour vous accompagner là-dessus. Soit vous pouvez utiliser les services de billetterie en ligne, hein, que ce soit du billet web qui existe et qui tourne bien, que ce soit derrière des plateformes de réservation dédiées. On parlait de Booking, bon, il faut comprendre et intégrer dans votre business model qui prennent 15%. Que ce soit derrière du Airbnb, que ce soit des plateformes d'activité aujourd'hui. Aujourd'hui, on a énormément de choses sur les activités. Chilloway fait une plateforme d'activité sur les micro-aventures et les prestataires outdoor. On a Airbnb Experience qui le propose aussi. On a Leona sur les activités de proximité. On a plein de choses qui existent sur ces sujets-là. Et donc, il ne faut pas hésiter en fait, à trouver une complémentarité autour de ça. Et enfin, la prévente, les commentaires en ligne, c'est un vrai basique en fait dans le tourisme, hein. Les gens ils mettent des commentaires s'ils sont satisfaits, s'ils ont eu une bonne expérience ou pas. Donc que ce soit sur TripAdvisor, sur Google, sur Facebook et autres. C'est la dernière slide, messieurs ou madame. Et les clients donc très sensibles aux avis parce que ils vont regarder ça dans la période où ils sont dans la planification. Là, c'est très très important. Et donc pour un professionnel, il faut répondre aux avis, il faut répondre à tous les avis, même si c'est positif, même si c'est négatif, parce que faut dire merci beaucoup pour votre retour, ça fait plaisir, ou désolé si tout n'a pas été parfait, promis, on va prendre en considération pour la suite. L'idée, c'est pas de répondre en fait à la personne qui n'est pas content pour le clasher, surtout pas. C'est surtout de rassurer le futur client qui regarde en fait les avis et qui montre que vous êtes professionnel, que vous êtes à l'écoute et qui va convaincre en fait derrière en fait le client d'aller dans ce sens-là et d'y aller. Voilà. Plutôt dans le timing, si vous avez des questions, des retours, des exemples, n'hésitez pas, on peut aller rentrer un peu plus dans le dur aussi sur certains sujets si vous voulez discuter de tout ça. Très bien, merci Guillaume. Alors on a effectivement quelques questions, la thématique qui sont abordées, notamment là sur la notion de ce que vous aviez abordé au début, qu'il y avait du report de tourisme international vers du tourisme intérieur, de proximité. Quelle est votre vision, quelle influence ça peut avoir sur la stratégie justement des acteurs touristiques? Est-ce qu'il faut là tout de suite remobiliser, modifier ses offres? Pareil sur la stratégie numérique, quelle influence ça peut avoir? Comment est-ce que vous voyez les choses? En termes de business model, moi, je me chaufferais pas trop à aller vers de nouveau de la clientèle internationale lointaine et de se dire on va accueillir demain, que ce soit en agence réceptive en France pour accueillir les clientèles internationales, que ce soit derrière en tour opérateur pour aller vendre derrière des produits à l'international. C'est quand même chaud en ce moment, en 2021, ça ne va pas redémarrer tout de suite. Les grands patrons disent, nous, je pense que on retrouvera peut-être un normal, je sais pas moi, allez, fin 2022, début 2023, peut-être si tout va bien. Donc il y a à la fois les tours opérateurs et les agences de voyage en fait commencent à pivoter en fait de l'offre vers la France ou vers l'Europe en disant on va essayer plutôt de rebondir en fait par rapport à de nouvelles offres de proximité, et en même temps les agences réceptives doivent se poser des questions pour dire attendez, il faut quand même qu'on aille cibler plutôt de la clientèle de proximité, les urbains de proximité qui ont un gros besoin de nature, et pour ça je pense qu'il faut faire évoluer de l'offre en fait par rapport à ça, parce que c'est un peu dangereux aujourd'hui de se dire je mets tous mes œufs dans l'international, quoi, parce que déjà ils ont fait une année blanche, l'année 2021 c'est pas foufou, donc pivotez un peu, en tout cas pensez à ça, quoi.
Est-ce que ça, pour continuer, est-ce que ça veut dire qu'il faut se positionner notamment vers essayer d'aller chasser ce public-là qui avait plutôt tendance à aller à l'international, donc plutôt des publics de CSP+, CSP++ qui ont des capacités financières un peu supérieures? Est-ce que c'est ce nouveau type, en tout cas ce type de tourisme vers lesquels il faut privilégier, notamment orienter sa communication numérique, ou est-ce que c'est un peu plus large que ça? C'est plus large, mais bon, forcément, sur un business, tu vas chercher les gens qui ont des sous, hein. Les gens qui partent en voyage en France, c'est quand même ceux qui ont un peu d'argent, et ceux qui ont passé la crise, on a vu que ils ont économisé. Là, je te dis, on parlait de revenge travel, donc des gens qui se disent, j'ai un peu économisé en fait pendant la crise, donc d'ailleurs, en fait, je vais me faire plaisir en 2021 dès que c'est ouvert. Mais il y a des gens quand même dans les CSP+, qui ont une vraie sensibilité en fait sur les questions de développement durable, et où leur bilan carbone, leur empreinte carbone commence à toucher un peu leur cerveau en se disant attends, il faut quand même que je fasse gaffe un peu. Ok, je peux planter des arbres, mais je vais peut-être aussi, et je l'ai vu en 2020, je l'ai fait, j'ai voyagé en France plutôt qu'à l'international, et au final c'était cool, j'ai eu des super expériences. Et donc il y a moyen quand même de pousser sur du dépaysement de proximité et de montrer en fait qu'en France, on a un territoire de dingo en termes de paysage, de bouffe, d'expérience. Et donc, en fait, on peut vraiment y aller parce que les Français ne connaissent pas tout de la destination française. Et je pense que là-dessus, en tout cas, vraiment vers les clientèles urbaines, il y a vraiment une capacité en fait à les attirer et à leur proposer du service, même à hyper proximité. Même un gîte qui est, je sais pas moi, 1 heure ou 1 heure et demie de route de là où ils habitent, les gens seraient capables en fait de se dire attends, mais cette chambre d'hôte, elle a l'air tellement cool, vas-y, viens, on y va pour un week-end prolongé. On verra ce que Castex va dire aujourd'hui, mais en tout cas, sur 2021, moi j'ai vraiment encore espoir sur un gros boom sur le tourisme de proximité pour les Français, quoi. Et donc justement, pas mal des questions autour de ces fameux critères environnementaux. Est-ce que vous avez déjà des exemples marquants d'offres qui semblent vraiment clairement orientées ou qui tirent leur épingle du jeu, et comment est-ce que le public réagit par rapport à ça? Est-ce que c'est vraiment prégnant ou on est encore sur quelque chose d'un petit peu superficiel? Ce qu'on voit, c'est quoi? Il y a des offres qui cartonnent bien, hein, que ce soit du Utopia, qui est cette offre d'hébergement de plein air hyper intégrée dans les espaces naturels, dans les espaces forestiers. Ça cartonne, que ce soit bien entendu tout ce qui est hébergement atypique dans les arbres et tout. Bon, ça fait quelques années maintenant, mais ça cartonne toujours autant. Les réservations sont toujours super. Donc tout ce qui est au-delà même de l'engagement environnemental, tout ce qui est vraiment intégration et immersion nature, ça cartonne vraiment bien. Après, nous, on est persuadés chez ID Tourisme que l'engagement en matière environnementale et de développement durable, c'est une super base aussi pour anticiper derrière en fait les crises de demain, que ce soit par rapport à des futures contraintes environnementales ou carbone en fait qu'on va arriver dans notre société. Donc se mettre là-dessus, c'est hyper intéressant. Et toutes les études qui parlent de consommation responsable montrent bien en fait qu'il y a une sensibilité par rapport à ces sujets-là. Elle est peut-être moins évidente encore en fait dans le tourisme par rapport à de la consommation courante et de l'alimentation ou les fringues. Mais néanmoins, on le sent. La grosse différence, c'est qu'en fait, on peut pas simplement se dire je vais aller sur un label comme Écolabel européen ou Clé Verte et bim, c'est bon, maintenant les clients vont venir en folie. Non, il faut raconter une histoire, il faut être sincère en fait dans son engagement. Le blog permet justement de partager énormément en fait de ces convictions en fait qu'on a, et à partir de là, il y a une pote qui a développé un gîte qui s'appelle la Maison Zéro par exemple dans la Drôme. Elle raconte toute une histoire en fait sur tout ça, et c'est vraiment top. L'hébergement chez vous à l'Agré des Landes enfin, je sais plus, à côté de l'Agacie, pardon. C'est pareil, c'est historique maintenant, mais ça fonctionne très bien. Et quand on rajoute du bien-être, quand on rajoute de la nourriture locale avec le petit potager, etc., il y a une expérience globale qui est génialissime. Et à partir de là, ça parle aujourd'hui complètement aux clients. Pareil sur le phénomène des micro-aventures, hein, qui est un truc qui explose. Et ça répond vraiment parfaitement aujourd'hui aux enjeux bas carbone et en même temps dépaysement de proximité, aventure, s'amuser un peu aussi. Des questions également sur les influenceurs. Combien est-ce que c'est abordable de faire appel à un influenceur, de l'embaucher, et quel type d'acteur peut se le permettre, et comment est-ce que ça fonctionne?
Tout dépend qui on prend, hein, parce que forcément les gros comme Bruno Maltor, comme World Health et tout ça, c'est un vrai coup. Hein. Je pense que en dessous de 10-15K, 10-15 000 euros, vous n'avez pas grand-chose. Donc, soit il faut travailler à l'échelle de la destination, donc avec l'intercommunalité ou avec le département ou avec la région et de voir comment on peut essayer vraiment d'aller chercher en fait ces influenceurs-là. Soit derrière, on va chercher des gens qui sont hyper spécialisés en fait sur des sujets. Soit derrière sur des personnes qui sont spécialisées sur le voyage outdoor, sur le voyage photo, sur le voyage avec des chiens. Il y a vraiment aujourd'hui des influenceurs sur plein de sujets. Et plus vous assumez derrière en fait une segmentation en fait assez fine, plus vous allez vers un influenceur en fait qui est peut-être moins onéreux. Et après, il faut l'amener. Il y a des influenceurs il faut regarder un peu leur taux d'engagement et de savoir si derrière, en fait, il y a un peu de traction par rapport à leur communauté, parce que c'est pas forcément les plus gros, en fait, qui sont intéressants. Ce qu'il faut regarder, c'est si derrière, il y a une vraie traction et si ça va vous amener justement du lead et des contacts qualifiés par rapport à ça. Donc, moi, je vise vraiment bien, surtout les regarder, en fait, ceux qui ont les mêmes valeurs que vous. Donc, allez vous balader, en fait, sur des blogs voyage et créer, en fait, une relation, une discussion avec eux. Je connais une chambre d'hôte en Suisse, dans le Val d'Erens, qui a 2 chambres d'hôtes. Et en fait, elle a créé une vraie amitié en fait avec plein de blogueurs. Et donc, elle les invite juste chez eux à un moment donné. Eux vont forcément faire un papier, faire des posts Instagram et tout ça. Et en fait, elle n'a pas payé grand-chose, mais en fait, elle a créé une relation sincère en fait avec ces gens-là, d'amitié. Et les gens viennent après naturellement. Et en plus, parce que c'est chez elle, c'est super beau, quoi. Des questions sur justement là vous parliez de la gestion des avis. Il y a des avis positifs, des avis négatifs. Est-ce qu'il y a des formations? Est-ce qu'on peut apprendre à se former idéalement pour y répondre? Ouais, bien sûr, il y a des formations, hein, tout ce qui est lié à la e-réputation. Hein. Thomas Young qui a un truc qui s'appelle My Hotel Reputation. De base, c'est lui que j'ai en tête tout de suite, mais il fait un super boulot pour vous accompagner derrière, pour savoir comment bien répondre à un avis, pas insulter les gens de manière directe, mais l'essence qu'il faut savoir, c'est vous écrivez pour l'autre qui lit, tout simplement. Et de toute façon, le mec qui a fait un avis dégueulasse, il va même pas lire votre réponse. Donc, en fait, vous écrivez réellement par rapport à l'autre qui lit, en fait, le commentaire. Et en fait, vous vous mettez à la place. Vous faites de l'empathie et vous dites, moi, si j'étais un client potentiel et que je voyais un avis négatif, qu'est-ce que j'aimerais que le propriétaire, en fait, de l'hébergement réponde, en fait, à ce client-là? Et à partir de là, vous savez quoi écrire. Le temps encore d'une dernière question. Alors là, la question pour les plus éloignés de la transition numérique. Quel est votre premier conseil pour ceux qui démarrent? Quel est le premier pas? Qu'est-ce qu'il ne faut pas rater? Et voilà. Le premier pas sur le numérique, c'est déjà en fait de comprendre, déjà d'avoir une belle offre, un bon produit, c'est déjà la base quand même du business de manière assez simple. Et après, c'est de comprendre en fait que vous pouvez commencer pour pas cher du tout en fait à raconter un peu des histoires. Allez sur Facebook et mettre en fait petit à petit en fait juste un peu de contenu, de raconter des histoires et de mettre une belle photo, mais en racontant réellement une histoire, pas juste en poussant en fait une image. Et ça va commencer en fait à créer de l'interaction en fait avec des gens. Et petit à petit, vous allez vous installer en fait par rapport à cette question de ah oui, en fait les gens ils aiment bien quand je raconte des choses, quand je partage peut-être des moments un peu personnels de ce que j'ai fait en local et tout. Devenez un peu ce micro-reporter en fait en local pour partager ça en fait à votre communauté et vous allez voir que petit à petit cette communauté en fait elle va grandir parce que vous le faites avec sincérité et vous racontez des choses en fait qui intéressent les gens parce que vous les faites déjà voyager un peu quoi. Et à partir de là vous allez vous intégrer en disant bon ok j'ai besoin quand même d'un support un peu plus propre pour partager mes histoires donc je vais faire un petit site ou un petit blog et travailler. Et vous allez toujours trouver dans votre entourage en fait des gens qui manipulent un peu WordPress. Sinon, faire juste un site de base un peu sur WordPress, c'est pas ce qui coûte 10, 15 ou 20 000 euros. Hein. Il faut surtout pas payer ça pour un site WordPress de base avec un template un peu sans rentrer dans le code.
je pense que vous allez tout de suite assez vite voir, et en allant demander conseil à votre office de tourisme ou derrière à votre chambre de commerce même, ils vont vous aiguiller derrière en fait pour aller vers ces solutions, parce que il y a encore un peu d'arnaque malheureusement sur ces trucs, et vous allez pouvoir trouver des devis entre 1000 et 15 000 euros. Faire attention par rapport à ça, mais aller demander conseil à la chambre de commerce du coin ou à l'office de tourisme, eux, c'est leur job d'animer les professionnels et de donner les bons conseils. Effectivement, c'est plutôt un bon conseil de se tourner vers ces organismes publics qui sont là pour ça et qui sont de conseil a priori impartial. Donc, ne pas hésiter à commencer par là. On est arrivé au bout du temps, on est arrivé également au bout des questions. Donc, merci beaucoup, Guillaume, pour cette présentation très intéressante. Je rappelle le nom de votre entreprise, ID Tourisme, pour ceux qui voudraient aller un peu plus loin. Et puis, pour tous ceux qui restent, je vous donne rendez-vous dans un petit quart d'heure, le temps de faire une pause pour l'animation suivante. Voilà. À très bientôt. Bonne fin de journée. À bientôt.